Aujourd'hui, je vais vous faire une capsule stratosphérique pour savoir si la France est encore une nation ou bien si elle a déjà disparu en tant que telle. Alors, pour être totalement honnête, je dois vous dire que cette question, mais que je pose aussi à l'occasion du voyage de Macron à Marseille, cette question est une question intéressée puisque, vous le savez, j'écris un livre qui s'appellera Le traité du monde d'après, que je dois finir pour le 15 juillet. Et je confesse à mon éditeur que j'en ai écrit à peu près 35%, 40%, et que donc je dois mettre un petit coup d'accélérateur avec un chapitre que j'ai du mal à écrire en ce moment, qui est la question de la nation et de l'ordre spontané. Alors pourquoi je pose cette question? C'est parce que nous avons aujourd'hui un sujet, c'est la première partie de ce que je vais dire. Tiens. Nous avons un sujet compliqué qui est de savoir par quoi remplacer le mondialisme. Alors le mondialisme, ce n'est pas seulement l'idéologie selon laquelle l'humanité ferait partie d'un grand tout, d'une grande famille qui s'aime et qui se rassemble dans un gouvernement mondial. Le mondialisme, c'est une conception des relations internationales et dans cette conception, le multilatéralisme organise les relations entre les pays. Le multilatéralisme, c'est par exemple l'Union européenne. C'est la création d'institutions qui regroupent différents pays et ce sont ces institutions qui prennent le pouvoir petit à petit et qui remplacent ce qu'on appelait avant les États-nations par une bureaucratie nouvelle, la Commission européenne, la direction générale de l'OMS, des structures de ce genre, le Conseil de l'Europe qui édicte les jurisprudences en matière de droits de l'homme, etc. Hein, tout ce que vous connaissez qui est dénoncé comme les agents de Soros. Alors moi je ne sais pas si le Conseil de l'Europe est une structure aux ordres de Soros. Ce que je sais, c'est que ça fait partie de ces constructions multilatérales imposées à partir de 1945, mais qui avaient connu des préfigurations durant l'entre-deux-guerres, dans l'esprit de Wilson, dans l'esprit du président américain de l'époque, et dans l'esprit de ces hyper riches américains de l'époque, comme Carnegie, qui ont imaginé qu'il fallait petit à petit, pour que la paix règne dans le monde, instaurer un ordre mondial et même quelque chose qui ressemble furieusement à un gouvernement mondial avec ses propres normes, sa propre bureaucratie, la Commission européenne par exemple, qui impose de nouvelles réglementations. Ces nouvelles réglementations se substituent aux réglementations existantes dans les États-nations et elles s'y substituent par un processus lent, progressif au cours de l'histoire. C'est ça le mondialisme, c'est ça la mondialisation. La mondialisation, ce n'est pas seulement le fait qu'on peut aller passer ses vacances au Brésil, au Vietnam, en Afrique du Sud quand on veut. La mondialisation, c'est une conception d'une relation entre les États qui est fondée sur l'instauration d'un ordre mondial. C'est méthodiquement ça. Et si nous pensons que la mondialisation est aujourd'hui porteuse de plus de risques ou d'inconvénients que d'avantages, par quoi la remplacer? Donc évidemment, assez spontanément, on se dit qu'il faut remplacer la mondialisation par un nouveau système de relations entre États-nations et que donc il faut revenir à la nation comme principe d'organisation de base entre les pays du monde, hein, et qu'il ne faut plus chercher à créer des structures régionales comme le propose Klaus Schwab dans son Great Reset. Il faut repenser un monde à partir des nations. De ce point de vue, il faut le redire, le travail a été bien mené par les mondialistes, puisque aujourd'hui, personne, et c'est peut-être ce que je vais dire immédiatement, personne, y compris en France, ne se réclame du nationalisme. Donc, mais en Allemagne non plus, ou en tout cas difficilement. Nationalisme, à partir de 1944, est devenu synonyme de nazisme, d'holocauste, de destruction massive, de brutalité politique, de barbarie.
et la nation est devenu aujourd'hui le synonyme de la barbarie. Quand on lit les discours d'Emmanuel Macron, il le dit clairement, il y a d'un côté les Européens qui sont pour le progrès, les Lumières, l'intelligence, la civilisation, et puis il y a les nationalistes, populistes qui sont du côté des forces barbares. Et la grande force des mondialistes, de la caste mondialisée, est d'avoir préempté la notion de nation et de l'avoir associée au pire, à l'indicible. Ce qui évidemment rend difficile tout débat sur la construction des relations internationales. Si on regarde le discours aujourd'hui de ceux qui se prétendent être contre la mondialisation, on va s'apercevoir qu'ils se déclarent soit patriotes, soit populistes, mais le plus souvent patriotes, et qu'ils n'assument pas le terme de nation. Si j'écoute Florian Philippot, il se déclare patriote. Si j'écoute Éric Zemmour, il se déclare patriote. Si j'écoute Marine Le Pen, elle se déclare patriote. Et c'est en soi le signe d'une victoire idéologique de la caste mondialisée, victoire après 1944, qui consiste à disqualifier l'usage du terme nation dans le langage politique. Et d'une certaine façon, tous ceux qui aujourd'hui se sentent nationalistes, mais il faut savoir ce qu'est une nation, ils se déclarent souverainistes, voilà, ou patriotes, mais certainement pas nationalistes. Et là, on a un premier point, c'est qu'au fond, à la question « est-ce que la France est encore une nation ?», on pourrait dire non, puisque plus personne ne se réclame de la nation française, ou alors des gens qu'on dissout immédiatement. Mais l'idée de dire je défends la nation française face au mondialisme est devenue politiquement inaudible, indicible, et donc ça vide déjà, ça répond déjà au débat, ça répond déjà à la question. Il n'y a plus de nationalisme français assumé. La question c'est, supposons, ce que je souhaite, je l'ai dit, je le redis, que nous fassions le Frexit. Je le redis parce que la pédagogie sait souvent rabâcher les mêmes choses. Je le redis, le Frexit ne sera pas le chemin parsemé de roses qu'on nous dit. Le Frexit, ce sera des efforts terribles. Et j'ai bien lu que plein de gens me disent ça ne pose aucun problème, sauf que quand on leur demande 5 € par mois, ils hurlent comme des putois à expliquer que c'est du vol. Donc je pense que lorsque nous ferons le Frexit, il y aura un atterrissage brutal au sol qui fera quand même quelques secousses un peu douloureuses. Mais supposons que nous fassions le Frexit. La question c'est sur quelle nation française nous appuierons-nous ? Est-ce qu'il y a encore une nation française qui a envie de se sentir libre sous l'étiquette française et qui se reconnaît dans la nation française? Et ça, c'est une question qui aujourd'hui, de mon point de vue, est très largement laissée en suspens, parce que, au fond, très peu de gens se réclament de cet effort national ou de cette vision nationale. Et donc, y compris au sein des forces souverainistes, en réalité, je vais faire une provocation, mais à laquelle je crois, très peu de gens croient en la France ou aiment la France parmi ceux qui sont pour le souverainisme et parmi ceux qui sont pour le Frexit. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vais prendre un exemple. Je pense que Zemmour, et la sphère Zemmour, qui ne défend pas le Frexit d'ailleurs à ma connaissance, je pense que Zemmour n'aime pas la France. D'abord, il en parle tellement, il dit tellement qu'il l'aime que ça devient louche. Mais quelle est au fond la définition de la France d'après Zemmour ? Et Zemmour a une définition allemande, si j'ose dire, germanique de ce qu'est la France. C'est que pour lui, une nation, elle se définit par des éléments extérieurs à ce qu'est le pays. C'est-à-dire, la France, pour Zemmour, c'est quoi ? C'est la culture française,
c'est la langue française, ce sont des éléments objectifs qui font que même si on dit vive l'Europe, etc., on est français. Et qu'au fond, il y aurait une réalité française qui serait extérieure à la volonté même des gens d'être français. C'est ce qu'on appelle la définition objective de la nation, qui a, de mon point de vue, été assez bien cernée par Étienne Balibar, qui est l'un des fondateurs de la pensée intersectionnelle, qui est un philosophe de gauche, d'extrême gauche assumé. Étienne Balibar dit, mais il y a un roman nationaliste, ce qu'on appelle le roman national dans la foulée des historiens du XIXe siècle, qui disent qu'au fond, la nation, c'est un roman, c'est l'objet d'un roman, c'est-à-dire c'est une fiction dont on parle, qu'on imagine, mais qui n'existe pas en soi. Zemmour est de cette école, hein, c'est-à-dire que pour Zemmour, il y a un roman national qui a existé, et puis à partir des années 70, on commence à écrire un roman européen qui vient en substitution du roman national ou en contradiction avec le roman national. Et petit à petit, un roman se rédige, ce qu'on appelle aujourd'hui un narratif, qui remet en cause l'existence ou l'avenir de la nation française. Et de ce point de vue, dans l'esprit de Zemmour, il y a une définition très mondialiste, selon moi, hein, et c'est pas polémique, j'analyse, il y a une définition mondialiste de ce qu'est la nation. C'est-à-dire que Zemmour est dans la projection du narratif, Zemmour est dans le roman national, exactement comme on nous dit aujourd'hui qu'il y a eu un Covid, que les Ukrainiens sont victimes des méchants Russes, les gentils démocrates ukrainiens sont victimes des méchants Russes qui inventent, du méchant Poutine surtout, mais pas que d'ailleurs. On nous explique qu'il y a plein de narratifs aujourd'hui. Aujourd'hui, les relations internationales sont fondées sur les principes McKinsey. Hein, on ne va pas dire la vérité aux gens, on va leur raconter des histoires, on va leur faire des narratifs. Et donc aujourd'hui, il y a un narratif de la nation qui se prétend d'une certaine façon antagoniste au narratif mondialiste. Et ce narratif de la nation, un Zemmour le défend. C'est l'idée que la France existe en dehors de ce que les Français ont envie d'en faire. Donc il y a cette histoire que Balibar, de mon point de vue, met assez bien en exergue, qui est que la nation, au fond, c'est un récit qu'on se fait à soi-même, hein, et qui peut s'exprimer par le français, c'est la langue française, c'est la culture française, c'est je sais pas quoi français, mais tout ça se construit de l'extérieur et englobe dans un tout des gens qui n'ont pas forcément envie d'y être, ou des gens qui parfois disent je ne suis pas, je suis antinationaliste. Hein. Les antifas, si j'en crois à la théorie du roman national, sont des gens qui, alors qu'ils sont contre la nation française, sont malgré tout français. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une difficulté à faire vivre cette idée que la France existerait en tant que roman. D'abord parce que plein de gens sont contre, et qu'effectivement, on a une culture dominante qui dit que la France est un pays mort. Moi, quand je faisais l'ENA, j'ai entendu ça très régulièrement à l'ENA, c'est la France n'a pas d'avenir, le seul avenir de la France passe par l'Europe. C'est le discours de Macron, c'est le discours de la caste dominante qui considère que la France, c'est fini, et que maintenant, elle doit se projeter dans un espace plus grand. Ça, c'est quand même une donnée très profonde de notre société. Face à ça, qu'avons-nous ? Nous avons une gauche mélenchoniste. Alors, je ne parle pas des socialistes qui sont les principaux producteurs de cette idéologie pour qui la France n'existe plus, mais chez les mélenchonistes, chez les grognonieux de gauche, il y a un projet qui, lui, est tout aussi mondialiste. Alors, j'avais fait une capsule sur Mélenchon et le Great Reset pour montrer comment le discours de la France insoumise est un discours qui est 100%
100% compatible avec le discours du Forum économique de Davos. J'avais montré comment l'idéologie véhiculée par Klaus Schwab est reprise à son compte par Jean-Luc Mélenchon. Alors, on change les acteurs, mais on garde le même scénario. Et Mélenchon, en bon trotskiste, est lui-même producteur d'un mondialisme. C'est-à-dire que, même si parfois, en réalité, il a des positions ambiguës, la ligne moyenne de la France insoumise, c'est d'opposer au mondialisme capitaliste un mondialisme socialiste. Mais en aucun cas, la France insoumise ne défend une vision nationale de la politique, d'abord parce qu'elle participe de cette école qui considère que la nation, c'est le fascisme ou le nazisme, ensuite parce que le trotskisme qui est à la base de la France insoumise est un mondialisme de gauche, mais c'est un mondialisme. Donc, au fond, ne reste en France que quelques souverainistes qui s'assument comme porteurs d'une vision française, et ces souverainistes, très largement, considèrent que la France, c'est sa langue, sa culture, éventuellement son histoire, c'est un roman national. Et donc ça, c'est un sujet, parce que il reste au fond une portion de gens qui se disent bah, la France, c'est pas une fiction, c'est pas une fiction dépassée. La France, c'est une réalité vivante. Et très peu de gens sont capables de se dire que la France est encore une réalité vivante, et très peu de gens sont capables de lui donner une consistance avec des frontières qui ne soient pas floues, qui ne soient pas polémiques. Et ça, c'est un sujet. La question, c'est, en tant que libertarien, qu'est-ce qu'on peut considérer qui ne relève pas du roman, qui ne relève pas de la fiction, qui ne relève pas du narratif, mais qui permettent de définir l'existence d'une nation française. Et ça, ça pose évidemment la question qu'un Jean-Jacques Rousseau, qui est détesté par beaucoup de souverainistes, pour des raisons idiotes, parce que très souvent, les souverainistes n'ont pas lu Rousseau, ils ont lu une fiche Wikipédia, ils ne savent pas exactement ce qu'a dit Rousseau. Mais Rousseau avait un mérite, c'est que Rousseau a largement dénoncé en son temps la société du spectacle. C'est la fête à Genève, la fête populaire à Genève qu'il décrit, où les habitants se mettent à renoncer à aller au théâtre et font une fête entre eux parce qu'ils vivent leur identité commune de l'intérieur. Ils se sentent faire nation ensemble, comme on dit. Alors, il se trouve que le faire nation a été remplacé par le vivre ensemble, qui est une expression qui ne veut rien dire, parce que moi je connais plein de gens qui vivent ensemble, mais qui ne partagent rien. Vous savez, c'est des vieux couples. Des vieux couples qui font chambre à part et puis qui organisent leur vie chacun de leur côté, ou c'est les colocataires qui vivent ensemble, mais qui sur le fond ne partagent rien, et dès qu'ils pourront le faire, se sépareront. Donc aujourd'hui, on a remplacé l'expression de nation qui est propre à Rousseau avec une idée bien précise qui est celle que l'on fait l'expérience de l'unité de la nation. On l'a remplacé par le vivre ensemble qui est une imposture, parce que je le redis, on peut vivre ensemble et ne rien partager. Moi, j'habite un quartier très mélangé à Paris, comme on dit, qui est le quartier des Amériques, ça s'appelle comme ça, sur les hauts de Belleville. La rue de Belleville, rappelons-le, c'est en soi, je crois, pratiquement 60 000 habitants regroupés sur une seule rue. Je pense que sur ces 60 000 habitants, il doit y avoir 100 nationalités différentes. Il y a à Belleville, dans le bas de la rue, une portion chinoise, à dominante chinoise. Ensuite, il y a une portion bobo autour de Jourdain. Et ensuite, il y a une portion essentiellement arabe. Et ensuite, une portion subsaharienne. Donc, je ne parle même pas des communautés séfarades qui sont très actives et qui font qu'on doit avoir un mélange de nationalités, de religions extrêmement important. Est-ce que ça fait nation? Est-ce qu'on peut faire nation avec ça? Là-dessus,
Je crois que c'est le sujet qu'il faut qu'on traite aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une société qui s'organise avec des gens qui parfois vivent ensemble. Moi, je vis ensemble, rue de Belleville, avec plein de nationalités. Mais très souvent, ou en tout cas des moments précis, j'ai vraiment eu l'impression que nous ne partagions rien. Et ça, c'est un problème à régler. Parce que, si je prends mon expérience, mais elle est assez répandue en réalité, il y a des magasins qui sont ouvertement communautaires et où il est difficile d'aller. Par exemple, je ne vais pas dans les, les fast-food halal où on se dit bah, ça n'a pas été fait pour nous. Hein. Je ne vais pas dans les magasins communautaires juifs où tout le monde a une kippa, je ne porte pas de kippa, et où on vend des produits cachers. Je ne suis pas demandeur de produits cachers. Je vais dans des restaurants chinois, je vais dans des restaurants grecs. C'est le paradoxe de ce vivre ensemble. C'est qu'en réalité, il y a des interférences dans vivre ensemble. C'est que vivre ensemble, ça peut aussi être ne rien partager. Ça peut être vivre côte à côte sans se mélanger. Et ça, ce n'est pas faire nation. Donc aujourd'hui, on a quelques sujets de fond sur qu'est-ce qu'une nation. Et je vais quand même essayer de répondre, mais ce qui m'intéresserait, c'est de lire vos commentaires, de réactions sur ce que je viens de dire. Je redis que je supprime les commentaires qui commencent par vous n'avez rien compris, vous êtes un nul, vous êtes un bourgeois, vous êtes un énarque, vous êtes un franc-maçon, vous êtes ceci, donc vous êtes idiot. Je décerne la palme et quelqu'un m'a écrit vous avez dit dans une vidéo que vous respectiez les institutions de la République. C'est une phrase de franc-maçon. Je ghoste les gens qui écrivent ça parce que l'objet n'est pas de m'attaquer, l'objet est de vivre ensemble au sens de faire nation et de réfléchir. Et une nation qui ne se compose que de clones est une nation morte. L'intérêt d'une nation, c'est de relier des gens qui ont une liberté de penser et une liberté de vivre leur vie comme ils le souhaitent, ou alors on appelle ça une dictature. Peut-être que plein de gens rêvent que la nation française soit une dictature. Ça n'est pas mon cas. Donc les commentaires, commentez ce que je viens de dire en oubliant d'insulter, d'attaquer les gens. L'intérêt, c'est de construire des idées. C'est ça le débat démocratique. Et je réponds à ceux qui me disent arrêtez de parler des grincheux. Je crois qu'il est important qu'il y ait un travail d'éducation à la démocratie qui s'est perdu, y compris chez des gens qui pensent être des démocrates. Je crois qu'il faut inlassablement redire que la délibération publique, le débat démocratique, c'est le respect de l'autre et pas l'insulte dès qu'il n'est pas d'accord, ou le jugement de valeur dès qu'il n'est pas d'accord. Moi, ma conviction, c'est que ce qui fait la France, c'est quelque chose qui vient du bas. C'est une façon de vivre, incontestablement, où on peut se retrouver ensemble. Je pense que ça pose ouvertement la question de l'intégration. Quand je passe à la Goutte d'Or, qui est un autre quartier de Paris, encore plus difficile qu'ici, moi je ne pense pas que mon quartier soit difficile d'ailleurs, depuis le Covid, les relations entre communautés se sont beaucoup aplanies. En revanche, il y a des quartiers, comme à la Goutte d'Or, où c'est vrai que les femmes ne vont pas s'installer aux terrasses de certains cafés, et les chrétiens ne vont pas s'installer aux terrasses de ces cafés parce que on sent qu'on n'est pas les bienvenus. C'est peut-être fantasmé, mais c'est un ressenti qui, je crois, est largement partagé. Et quand je vais à la Goutte d'Or, je passe à la Goutte d'Or avec ma femme, il y a des portions de trottoir où elle ne se sent pas à l'aise parce qu'elle est une femme et parce que les hommes qui sont regroupés là ne sont manifestement pas accueillants. Ça pose une question. C'est aujourd'hui comment parvient-on à faire émerger la société, la nation française, en tablant sur la volonté de vivre ensemble au sens propre, c'est-à-dire de partager, comme disait, de partager un lien national, comme le disait Rousseau. Hein. Parce que, je le redis en conclusion avant de vous laisser,
commentez cette vidéo, je ferai mon miel de vos commentaires pour rédiger mon chapitre. J'en profite pour saluer mon éditeur. La grande force des mondialistes est d'avoir convaincu tout le monde que le mot nation, qui est un mot rousseauiste, vécu comme d'extrême gauche, comme robespierriste, d'avoir convaincu tout le monde que ce mot-là était en réalité un mot nazi, un mot dangereux ou un mot barbare. Rappelons-le, la nation, c'est ce qui est né, c'est le regroupement de gens qui sont nés quelque part. Et moi, je crois que le regroupement des gens qui sont nés quelque part, ça fait un ordre spontané que la caste mondialisée essaye d'étouffer avec de la bureaucratie. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons un impératif, c'est que pour un monde d'après heureux, nous avons besoin de faire émerger l'ordre spontané de cette nation française qui, au fond, est une belle nation, parce que, regardez, il fait beau, on a un patrimoine extraordinaire, on a un climat extraordinaire, une qualité de vie extraordinaire, et la question, c'est comment on fait pour le revivre de façon heureuse. J'attends vos commentaires, j'en ai besoin pour rédiger mon livre. À bientôt!